Bonjour et bonsoir à toutes, et bienvenue dans la septième illusion. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un grand classique du cinéma pour une critique rétro, mais plutôt du dernier film de Philippe Lachaud, Marsupilami. Je suis Joe, et avec Hugo, nous allons débattre de ce film qui nous oppose, étonnamment. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter le synopsis du film. Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux, ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Il se trouve alors à bord d'une croisière avec son ex, Tess, son fils Léo et son collègue Stéphane, aussi bené que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l'ouvre accidentellement. Un adorable bébé marsupilami apparaît alors et le voyage vire au chaos. Le film est écrit par Philippe Lachaud, Pierre Dudon 2, à qui on doit les autres films de la bande à Fifi, ainsi que Stupéfiant Noël sur Prime Video, ainsi que Julien Arruti. Et il est réalisé par Philippe Lachaud, comme 7 films de la bande à Fifi. Hugo, qu'as-tu pensé de ce film? Je vais la faire courte. Pour moi, c'était vraiment une horrible séance, un horrible film. J'ai pas du tout passé un bon moment devant. Je pense que j'ai beaucoup de choses à en dire, mais de façon assez négative finalement, tant sur le film que sur ce qui est symptomatique de la bande à Fifi aujourd'hui. Et vous l'avez compris, je suis dans la situation un peu délicate où j'ai beaucoup aimé le film. Il y a des choses à en redire, ce qui est sûr, mais il en reste que Philippe Lachaud continue malheureusement d'être un bon technicien de la comédie, ce qui est indéniable, qui a un rythme dans ce film qui arrive à dégager une dynamique comique plutôt sympathique. Et surtout, le film ne fait pas l'erreur de ne vouloir parler qu'aux gosses. Et oui, parce que le Marsupilami la plus- concentre son humour sur un humour plus adulte, bon, débile évidemment, mais n'amenez pas vos enfants devant, ils ne risqueraient de pas comprendre le film. Et je te laisse rebondir là-dessus. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Alors pour le coup, ce côté prendre quelque chose de lié à l'enfance et puis de le détourner dans des codes beaucoup plus adultes, mais en même temps avec un humour fortement régressif, c'est un peu la patte de Philippe Lachaud. Déjà Babysitting qui est aussi un lien avec la bande dessinée, puisque Marsupilami est l'adaptation d'une bande dessinée. Dans Babysitting, Philippe Lachaud joue donc un auteur de bande dessinée. On pourrait s'attendre à quelque chose d'assez enfantin sur ce registre, d'autant plus que le film, de par son titre et par son sujet, touche aussi à l'enfance, mais finalement, qui est l'enfant dans les films de Philippe Lachaud? C'est toujours la grande question. C'est du coup un humour régressif. On pourrait parler un peu de ce qui se passe chez Apatow en termes de référence. Pour autant, on a toujours chez lui une mécanique de gag qui est très codifiée. Ce sont des gags visuels, des gags très appuyés, des chutes, des explosions, des corps élastiques, mais aussi bien sûr des running gags verbaux, des caméos et des autoréférences. C'est tout ce qui fait un peu la bande affichée en termes d'humour. Et dans ce registre-là, ça pose question, puisque le marsupilami, c'était déjà de base une figure ambiguë de par l'œuvre de Franquin, pardon, qui instaurait des valeurs de plus ou moins liberté, un peu sauvage, de résistance au monde colonial et de violence primitive. Là, Lachaud, il en fait de ce marsupilami, alors est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise, ce sera toute la question de ce podcast, mais il en fait un peu une créature qui soit un outil slapstick en même temps que c'est un agent de chaos sympathique. C'est toute la charge comique vient du corps de la créature, mais il n'y a pas ici de réelle charge critique, il n'y a pas de mélancolie ou d'étrangeté, là où on pouvait s'attendre aussi à ça après l'adaptation de Nicky Larson chez Philippe Lachaud, qui avait une part de nostalgie ancrée dans ce souvenir du Club Dorothée et de la diffusion de Nicky Larson sur les chaînes françaises. Là, pour le coup, le Marsupilami, c'est pas du tout ça, on est sur un humour vraiment
beaucoup plus comique, un humour de surface, mais en même temps qui est toujours très conscient de lui-même. C'est une grande part autoréflexif, hein, ce cinéma de Lachaud, avec forcément des blagues méta, des blagues sur le film lui-même, mais c'est aussi, tu l'as dit, quelque chose qui s'articule très bien autour d'un certain rythme. Et c'est peut-être aussi ce que je reproche le plus à Philippe Lachaud, non pas spécifiquement sur ce Marsupilami, mais sur la grande globalité de son œuvre, c'est que c'est un peu une façon de faire des films un peu post-internet. On pourrait parler de rythme TikTok, bien que j'ai un peu de mal avec cette appellation qui veut à la fois tout et rien dire, mais on est sur quelque chose qui, en termes de mise en scène, se rapproche un peu de la punchline, quoi. Il faut faire vite, il faut être efficace, et forcément, c'est corrélé au fait que Lachaud, ses inspirations, c'est le monde de la télévision, c'est le zapping, c'est les sketchs courts. Donc, on est un peu dans cet entre-deux-là où je pense que je n'aime pas quelque chose de probablement réussi, fondamentalement bien, mais qui ne me parle pas, tout simplement. Et c'est là où je vais rebondir, parce que tu parles de rythme TikTok. J'en suis pas d'accord. Oui, comme tu le dis, Philippe Lachaud, c'est un mec qui vient de la télé. C'est un mec qui a compris que pour faire du cinéma aujourd'hui, il fallait être reconnu par la norme, donc passer par la télé, pour ensuite passer en acting. Tous les membres de la bande à Fifi se sont rencontrés sur le tournage d'un film qui s'appelle L'Arnaqueur, qui est un film qui a été reconnu, pour après monter leur collectif de cinéma et imposer leur style, imposer leurs pattes. C'est quelque chose qui va à 1000 à l'heure, comme tu le dis, mais c'est du burlesque. C'est une œuvre purement slapstick. Oui, ok, le contexte post-colonial du Marsupilami de Franquin n'est pas respecté ici, mais une autre question se pose. Dans le Marsupilami, on nous pose la question de qui aujourd'hui est la marionnette. Est-ce que ça va être cette force de la nature qui émerge en animatronique, qui épouse la technologie moderne, moderne entre guillemets, hein, parce que ça fait depuis les années 2000 que les animatroniques n'ont pas réellement subjugué l'écran, depuis l'apparence des animaux en images de synthèse, je pense notamment à Avatar qu'on a vu récemment. Non, est-ce que je suis vraiment en train de comparer Avatar et Marsupilami? Peut-être que c'est deux films qui se valent, peut-être. Putain, c'est très très grave. Non, bah, je vais répéter. Les animatroniques, on n'en a pas vu depuis quelques années au cinéma. Yoroi en réutilise actuellement, mais c'est pour la plupart des utilisations un axe purement nostalgique, qui coïncide avec la patte de la show, mais la marionnette ici, c'est plutôt l'homme. C'est plutôt cette bande de collègues qui, pour le bien d'un zoo, quelque chose qui, dans l'univers et dans l'imagination collective, défend les animaux, mais qui en réalité défend les intérêts capitalistes, se retrouvent embarqués sur une croisière, endroit clos, ben, un bateau, mais largué au milieu du sauvage, pour résoudre des intérêts. Puis il va pousser la question encore plus loin avec une célèbre scène dont nous parlerons en partie spoiler, où Jamel Debbouze devient littéralement la marionnette du Marsupilami, ou littéralement la persona d'un acteur devient un réceptacle au message d'une adaptation. Et puis on pourrait pousser encore plus loin. Tu veux un film burlesque à rebondissement dans un bateau, le film évidemment se tient parce que le spectateur a probablement vu The Triangle of Sadness de Ruben Östlund, qui également faisait dynamiter les classes sur un bateau. Et je te laisse prendre le relais. Tu l'as dit, l'idée de Philippe Lachaud, c'est un petit peu globalement l'idée d'un safari. On se place dans un huis clos et on observe un peu le sauvage et on est aussi pris de court par ce sauvage qui atteint lui-même cet espace clos euh, au travers la figure du marsupilami qui rentre dans cette croisière. Hein. La croisière, c'est aussi finalement le lieu de l'amusement bourgeois et de l'amusement colonial, puisque on le rappelle, c'est quand même un bateau qui traverse des océans pour aller dans des pays, des endroits dits exotiques pour un public majoritairement riche. C'est cette forme d'amusement bourgeois et colonial. Maintenant, est-ce que Philippe Lachaud
en fait quelque chose de cette réflexion-là? Je ne pense pas, puisque Philippe Lachaud se place dans une dynamique d'évidement. On évite bien sûr euh, l'humour dans le sens où tout ce qui est référentiel, tout ce qui est chargé d'un impact culturel et politique est bien évidemment enlevé, mais on évite aussi finalement le corps même. Les corps chez Philippe Lachaud, tu l'as dit, sont des marionnettes. Ce sont des outils de slapstick et majoritairement ce sont les corps animaux et les corps enfantins qui chez lui ont toujours eu un peu cette dynamique de dialogue, que ce soit par l'animal en tant que tel ou par sa représentation. On pense bien évidemment à Babysitting et cette scène de course dans Babysitting où on se jette des peluches de tortues, un peu comme dans une partie de Mario Kart, et qui va faire valser à la fois les enfants, le vrai enfant, celui de babysitting, et ces adultes enfants qui sont dans une forme de régression, puisqu'ils retournent dans une forme d'enfance, etc. C'est quelque chose qui dialogue finalement toujours un peu l'animal et l'enfant. Dans le cinéma de la show à des degrés divers, et c'est quelque chose qu'il a peut-être aussi perdu dans ses derniers films. Mais Marsupilami, c'est un peu la synthèse de tout ça, de toute cette forme d'évidement. Et pour moi, il pose vraiment question sur ce que l'industrie française de la comédie cherche aujourd'hui à faire, dans le sens où cette même industrie est chargée d'une logique d'évitement, parce que c'est une industrie qui est sous pression. C'est une angoisse industrielle que de faire rire vite, que d'être rentable, que d'être exportable aussi, et donc aussi être compatible avec des icônes populaires connues, que ce soit des licences comme Nicky Larson, Marsupilami, etc., ou globalement des bandes dessinées. Donc c'est quelque chose que la comédie d'aujourd'hui cherche de plus en plus à faire. C'est depuis 2010 qu'on voit apparaître de nombreuses adaptations. Alors il y en avait certes avant, bien sûr, mais de bandes dessinées françaises, ça s'est démocratisé, et en particulier des bandes dessinées qui étaient reliées à une certaine idée de l'enfance et de la régression. On pense aux profs, les films avec Kev Adams, on pense à Boule et Bill avec Franck Dubosc, on pense à plein d'autres films, Gaston Lagaffe qui était sorti également. C'est quelque chose qui arrive vraiment euh, en masse ces derniers temps, dans une logique purement d'exploitation. Et en fait, le cinéma comique français, que ce soit par Lachaud ou par ses autres concurrents, qui sont aussi peut-être ses enfants, ce cinéma comique, il nous dit aujourd'hui qu'on ne peut plus se permettre l'échec dans une industrie qui, on le sait, est tout à fait mouvante et se repose elle-même sur des repères postmodernes, dans le sens où tout ce qui était acquis avant, il y a dans le siècle dernier, se voit aujourd'hui dynamité. Tout est mouvant, tout est instable, donc la réussite d'un film n'est jamais garantie, et on a beau tout faire pour que le public vienne en salle avec la convocation d'icônes populaires de bande dessinée, etc., que on n'est pas sûr d'un résultat. Et du coup, ce que cherche à faire le cinéma de Lachaud et toutes les autres comédies actuellement, c'est de sécuriser le rire. On est loin du risque comique, comme pouvaient l'être à l'époque les grands icônes de la comédie qui étaient Blier ou Mocky, par exemple, qui acceptaient une part considérable de perte dans, par exemple, le public qui l'atteignait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça doit toucher à tout le monde. Et là où Lachaud, lui, par contre, se distingue peut-être un peu plus de toute cette mouvance de rentabilité, c'est peut-être dans le fait qu'il attrape des icônes pour enfants, entre guillemets, parce que Marsupilami, ce n'est pas que pour enfants, mais des imaginaires reliés à l'enfance, on l'a dit tout à l'heure, Nicky Larson, les super-héros aussi, qui sont quelque chose quand même relativement attrait à la jeunesse, ou ici Marsupilami, pour finalement les vider de leur public cible. Parce que quand on regarde un Philippe Lachaud aujourd'hui ou n'importe quel film de la bande à Fifi, on se rend très vite compte que les enfants ne sont pas du tout le public cible, et qu'on cherche plus à faire rire des adultes en les faisant retourner en enfance. On avait le cas très concret du film de Rim Kesseri, et où justement on jouait Philippe Lachaud avec Franck Dubosc qui était chien et chat. Il me semble qu'il y avait Artus aussi qui donnait sa voix dedans. C'était un film qui était marketé comme un film pour enfants, avec justement une part relative de l'animal, puisque le film s'appelle Chien et chat, et montrer un chien et un chat qui avaient des aventures, etc. Donc c'est encore cette conjointure entre l'animal et l'enfant. Pour autant,
ce n'était pas du tout un film pour enfants. C'était vraiment un film qui avait quelque chose extrêmement graveleux, d'ultra référentiel aussi dans ce même humour graveleux. Un enfant n'y aurait tout simplement rien compris. Donc je pense que Philippe Lachaud cherche à s'inscrire dans un créneau de la comédie qui lui est pour l'instant inédit. Et ça a ceci d'intéressant dans le sens où il y a une tentative d'échapper à la standardisation par ce biais-là, et en même temps, ça pose quand même question, puisque des films qui sont marketés entre guillemets pour enfants, qui se retrouvent à parler qu'à des adultes, même si c'est dans une logique de régression, ça pose un peu souci. Par exemple, ce film Chien et Chat, c'est un peu une forme d'évidence. Qu'est-ce qui va remplir une salle? Bah, des enfants et leurs parents, et ça c'est bien vu durant les séances de Chien et Chat, surtout les séances d'avant-première. Pour autant, qui est-ce qui riait dans la salle? C'était uniquement les adultes qui riaient sur bah, ces blagues graveleuses, etc., que les enfants ne comprenaient même pas. Et donc ça pose souci, c'est que ben, dans cette logique familiale et fédératrice, est-ce qu'on a vraiment, d'une part, envie d'écarter les enfants, et deuxièmement, est-ce qu'on a vraiment envie de les confronter à ce style d'humour qui, en plus, chez Lachaud, ne se cache même pas. C'est toute une ambiguïté, on va dire, qui peut mettre mal à l'aise. Et c'est sûrement ce qui, moi, m'a un peu complètement sorti du film. Même si, bien sûr, je reconnais forcément des qualités à Marsupilami, puisqu'on arrive à en parler et à en extraire quelques états des lieux de la comédie à travers ces films-là. Oui, comme tu le dis, évidemment, on en vide de sa substance, mais Philippe Lachaud, ça a toujours été ça. Je suis pas d'accord avec toi sur la question du rire garanti. C'est pas ce qui intéresse l'œuvre ici. L'œuvre, c'est un bac à sable géant où tout peut être construit pour un gag, mais il y a une grosse part de gag qui n'est pas, qui est au mieux raté parce que pour gosse, j'ai l'impression littéralement qu'à partir du moment où le Marsu est clos, il commence à faire des vannes pour gosse pour dire aux parents, vous inquiétez pas, vous avez eu votre part de rire. Maintenant, c'est vos enfants qui vont rire. Et ça dure 10 minutes, ça parle de blagues sur TikTok et tout. Et assez vite, le film s'estompe. Parce que Philippe Lachaud a un cinéma très typé 90. Dans sa DA et au niveau des écrans filmés, il n'y réussit pas. Soit les écrans vont être utilisés pour dire quelque chose du réel, je pense à alibi.com, ou alors pour emmener le spectateur dans un univers fantastique avec ses personnages comme super-héros malgré lui. Marsupilami, qui veut traiter les téléphones comme purement un objet web, ne réussit pas. Il est meilleur dans ses réflexions, dans ce qu'il veut dire du burlesque, dans ce qu'il veut dire de la comédie actuelle. On est proche d'un Buster Keaton anal, mais oui, ici, le téléphone ne réussit pas. Tous les objets et tous les inserts numériques du film posent problème. Certains ont posé problème réellement à la post-prod. Une vidéo YouTube devait être utilisée dans un montage au début du film. Malheureusement, ils n'ont pas eu les droits et ont dû recréer un cadre en IA. Parce que le web et la chose, ce sont deux univers qui ne se mélangent pas. Pareil, il y a plein de gags numériques du film qui posent problème. Et ainsi que on parlait des héros et des jeux vidéo que la chose vide de sa substance, à un moment du film, un manga va être mis en exergue. Et je pense que nous sommes tous les deux de l'âge de ce manga pour te dire que c'est pas le bon qui est filmé. J'ai pas la rêve du manga. À un moment, oui, le gamin dit au Marsu pendant très longtemps que son manga préféré c'est Dragon Ball parce que c'est un dépassement de soi-même, parce que les caractéristiques mentales de Kakarot lui, lui coïncident, parce que lui non plus ne voit quasiment pas son père parce que très pris et parce que divorce, et qu'il s'est construit un univers mental de Dragon Ball. Il réessaye de faire le Kamehameha, mais ça ne marche pas. Et encore une fois, cette phrase n'est pas bénigne. J'ai l'impression de voir Lachaud qui regarde ces films et dit un jour je les referai. Et oui, mec, un jour t'as refait Nicky Larson et t'as refait Marsupilami. Tu refais ton imaginaire et tu te mets en exergue à travers ce gamin qui veut juste recréer son univers. Mais malheureusement,
Encore une fois, on est sur un décalage qui se veut comique peut-être, c'est qu'il dit ça en lisant un manga qui est en fait Yu-Gi-Oh! Parce que désolé mec, les Dragon Ball, je les ai aussi lus en manga et j'ai aussi lu Yu-Gi-Oh! Et en fait, c'est pas les mêmes couvertures. Ok. Ouais, non, ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, on va pas faire tout un drame sur le fait qu'il se soit trompé de manga, mais ça dit quand même quelque chose de lui. Tu l'as dit, Philippe Lachaud, c'est quelqu'un de très ancré dans l'imaginaire des années 90. Les années 90, c'était pour lui Nicky Larson et sa reprise réflexif autour des années Dorothée, du Club Dorothée, de la télévision. Et c'est pas tant finalement Nicky Larson qui l'adapte, mais son souvenir de Nicky Larson par le biais du Club Dorothée. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça que pour moi Nicky Larson est pour le coup un film vraiment réussi et qui se plaçait justement dans le creux même des années 90. C'est là où il extirpe tout ce qui fait le sel. Et quand, en général, Philippe Lachaud se rate d'un point de vue comique, c'est parce qu'il sort un peu de ces années 90. Son dernier film, c'était, ou avant-dernier, je ne sais plus, c'était Super-héros malgré lui, qui se place là, dans un imaginaire typiquement des années 2010, donc quelque chose qui n'est plus du tout relatif à sa jeunesse, mais plutôt peut-être à celle de ses enfants s'il en a. Euh, Bref, il s'est un peu reconnecté ou a tenté de se reconnecter avec une nouvelle génération. Et c'est quelque chose qui, finalement, il essaye tout le temps de faire entre ses films. Il y a toujours un écart générationnel, déjà depuis Babysitting, entre une génération qu'on peut qualifier de jeune, qui est la sienne, et une génération encore plus jeune. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux-là. Il y a toujours cette question de l'un paraît toujours plus vieux aux yeux de l'autre, alors que dans un point de vue sociétal global, ils sont tous les deux qualifiés sous le terme de jeunes. Donc, c'est le cinéma de Philippe Lachaud, ça montre que finalement, les jeunesses, parce qu'on peut employer le terme jeunesse au pluriel, je le pense, ont finalement des références tout à fait différentes, dans le sens où Philippe Lachaud, il a grandi dans les années 90 et s'est nourri aussi beaucoup du cinéma des années 90. Je pense que toi, comme une partie de notre public sera tout à fait d'accord pour dire que Lachaud, c'est un peu un enfant de Jude Apatow ou aux frères Farelli, qui étaient parmi les premiers, notamment aux États-Unis, à importer ce régime ultra régressif, avec notamment des films comme Dumb and Dumber, avec Jim Carrey, qui est aussi finalement une icône du slapstick, une sorte de marionnette évidée, quelqu'un en tout cas dans Dumb and Dumber, que l'on vide de toute sa charge culturelle et politique pour en faire juste un simple outil slapstick et régressif qui relie l'enfance à l'animal aussi par le biais du costume Dumb and Dumber. On se souvient, il y a tout un imaginaire autour du chien. Alors il y a, je crois, pas de chien présent dans le film, mais des objets, des mascottes qui figurent le chien. C'est encore une fois cette rencontre entre l'animal et l'enfant, ou du moins l'adulte qui joue l'enfant. Donc je pense que la chose s'est largement nourrie de cette comédie américaine-là, cette comédie américaine qui finalement n'a jamais vraiment trouvé ses marques en France. Joe D'Apato, c'est quand même un cinéaste et producteur qui a peut-être beaucoup influencé, mais influencé justement des nouvelles générations, des générations plus jeunes, des générations qui se rapprochent de la nôtre. Et on se souvient par exemple de Florent Bernard, qui actuellement en production du prochain Evil Dead, qui avait sorti il y a maintenant 2 ans, il me semble, Nous les Leroy, qui sacralisait aussi le cinéma de Jude Apatow. Euh, donc il y a cette essence-là, cette ontologie américaine au sein du corps de cinéma de Philippe Lachaud. Seulement, il y a ce côté un peu bancal dans le sens où Lachaud, comme tu l'as dit, essaye de se reconnecter aux jeunesses d'aujourd'hui. Si je pense aujourd'hui, il essaye de reproduire tous les grandes icônes populaires de sa jeunesse, c'est pour s'y reconnecter, pour se reconnecter à la jeunesse qui, il le sent, parce que c'est aussi quelqu'un qui est vieilli comme nous tous, la jeunesse lui file entre les doigts. Et il essaye de la saisir comme ça par ses adaptations, mais l'évolution du monde et son tournant fait que tout évolue bien trop vite. Et aujourd'hui, même pour la jeunesse, qu'on pourrait ranger voilà, sous la vingtaine, un peu comme nous, on le voit très bien, il y a des langages, des choses des références culturelles même
qui bougent d'une décennie à l'autre et qui font que parfois une génération très jeune comme la nôtre peut se sentir complètement dépassée par une génération encore plus jeune. On a eu cette réflexion par exemple dans Ma Frère qui est sorti là tout récemment avec justement cette colonie de vacances de gamins qui ont entre 10 et 13 ans je crois et puis leurs animateurs qui ont eux 20 ans et il y a un écart culturel énorme entre les deux puisque les références ne sont pas les mêmes. Autant dans Ma Frère c'est réussi, je vois qu'on essaye absolument de relier l'une génération à l'autre, alors que l'écart entre Lachaud et les générations plus jeunes est encore plus grand. Donc il y a cette espèce de dialectique entre les générations chez Philippe Lachaud qui, là encore une fois, pose souci parce que formellement, comment ça se concrétise? Bah, ça se concrétise par finalement non pas un humour d'enfant qui rencontrerait un humour d'adulte, mais quelque chose dans le sens tout à fait inverse, c'est-à-dire un humour d'adultes, enfin des adultes qui s'approprieraient l'humour des enfants. Mais quand il y a une sorte de méconnaissance fondamentale des références culturelles des enfants, et bah, là ça s'est vu notamment par les mangas, Yu-Gi-Oh! Et Dragon Ball, qui ne sont même plus en fait des outils culturel pour l'enfance d'aujourd'hui. Euh, et puis bah aussi l'usage, comme tu l'as dit, des écrans et de TikTok, qui, bien que bien sûr des quarantenaires utilisent tous les jours TikTok, bien évidemment, c'est quand même quelque chose que dans l'imaginaire populaire, on relie à la jeunesse. Et Philippe Lachaud, plutôt que se dire qu'il était acceptable que des quarantenaires comprennent et utilisent TikTok, s'est dit que TikTok appartenait à la jeunesse et a labellisé toute cet imaginaire écranique autour de la jeunesse. Donc finalement, a empêché ce dialogue qu'il cherchait à faire. Et je trouve ça à la fois dérangeant dans un aspect purement comique, parce que ben, on sent qu'il y a un écart, et en même temps, on sent que la question s'est posée et lui est arrivée entre les mains de comment faire cette connexion entre les publics. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Et je commencerai d'abord par dire que des Farelli et d'Apato, Philippe Lachaud est plus proche d'Apato. Même si Defarelli, il pourrait se voir attribuer le statut d'enfant de la femme de ses rêves, parce que tout comme Apato et The Heartbreak Kid, Philippe Lachaud, c'est un mec qui est profondément triste. Dans tous ses films, hein, c'est un mec qui essaye d'exister et que la société refuse. C'est ce rebut qui, au lieu d'accepter les codes, va vouloir dynamiter les siens. Même, je parlais de super-héros malgré lui, oui, ça parle littéralement de comment le cinéma se détruit via le cinéma de super-héros et à quel point le cinéma de super-héros n'est devenu que le zombie de lui-même. Dans Babysitting, oui, on est sur de l'enfant du slapstick, et aujourd'hui, le slapstick n'a plus de studio. Aujourd'hui, c'est la rue. Aujourd'hui, le vrai problème, il est sociétal. Et du coup, le cataclysme va se passer dans la rue. Et le contexte écranique de TikTok qui devient peu à peu le nouvel outil de la jeunesse. Parce que oui, faire un film où tu dis que oui, il est acceptable qu'un quarantenaire utilise TikTok tous les jours, eh ben pour nous, il est peu compréhensible. Parce que je dis nous au terme de nous deux, pour nous, TikTok et Instagram aujourd'hui, c'est un outil professionnel, ce n'est plus un outil de divertissement. Et la transposition BD de TikTok a un sens pour les jeunes. Sur les bulles, TikTok et la BD, c'est des récits extrêmement courts, bloqués en cases. Quand tu slides sur TikTok et que tu scrolls, c'est littéralement comme si tu descendais les cases d'une BD. Aujourd'hui, le format papier se numérise. Donc là, la chose se demande comment exister. Comment aujourd'hui exister dans un univers comique, là où il a grandi sur un support papier, et là où les jeunes de l'âge de son enfant, hein, parce que oui, Lachaud est père, et à 46 ans, possèdent leur case de manière illimitée, s'agrandissant au fur et à mesure de leurs doigts. Tout marche dans Marsupilami en soi. Marsupilami, c'est un film sur comment l'humour aujourd'hui est malade, sur comment l'auteur qui a toujours voulu exprimer son mal-être en comédie française
dans des films où il en était le héros, où il réussissait toujours à reconquérir sa femme de tous les jours, Élodie Fontan, arrive aujourd'hui avec Marsupilami, sur le papier une adaptation de dessinée post-coloniale de Franquin, qui aujourd'hui défend les intérêts de la culture et de l'art et surtout de la persona de Lachaud qui a changé. Aujourd'hui, dans Marsupilami, Lachaud, c'est pas un mec qui arrive et te dit je vais encore sauver ma femme, je vais encore la reconquérir et à la fin je repars avec, mais aujourd'hui je vais mal. Ma vie sentimentale aujourd'hui s'est arrêtée. Nous sommes en divorce et comment il va réécrire justement, au lieu d'écrire une romance, d'écrire un film sur la famille et sur qu'est-ce qu'une famille explosée. Comment recomposer à l'image une famille divorcée. Sans pour autant tomber dans ce caractère misogyne de dire on ne va pas respecter le choix de Tess et on va les faire se remettre ensemble. Non, c'est un vrai film sur comment réexister post-divorce. Et sur comment créer de l'onirisme pour ce gamin qu'il va falloir divertir sur une croisière alors que lui-même sait que son monde est mort. Oui, ok, les références seront des références de l'imaginaire des années 90, mais est-ce que c'est vraiment un reproche à lui faire? Bah, pour ma part, je pense que, oui, dans le sens où, heu, on a beau, heu, essentialiser les années 90 aujourd'hui, on a beau, vouloir les faire revenir et d'ailleurs, est-ce que faire revenir l'imaginaire, l'humour et le comique des années 90 aujourd'hui est une bonne chose? Heu, Bah, je pense que d'une part, oui, parce que les années 90 ont subi pleinement, d'abord dans la comédie américaine, mais plus globalement avec l'arrivée des images numériques, bah, on subit la post-modernité et la post-vérité, dans le sens où c'est une décennie qui a vu les images devenir des mensonges, puisque c'est la première fois qu'on a vu des films s'inquiéter de leur propre perception du réel à travers les images numériques. Donc aujourd'hui, ça se quantifie avec bah, l'apparition de l'IA dans le champ des images. Aujourd'hui, on peut s'inquiéter de la réalité, de la véracité d'une image qui serait potentiellement modifiée par l'intelligence artificielle. Dans les années 90, cette inquiétude, elle persistait avec des films comme Matrix, où on s'inquiétait de la perception du réel avec les images numériques. C'était aussi le cas dans Dark City, dans plein d'autres films finalement. C'est toute finalement l'ambiguïté des années 90. C'était aussi le cas dans Fight Club, où on se rend compte que la vérité, la réalité est finalement pas la bonne. On n'est pas sur la bonne perception de la réalité. Et en plus de ça, ben, c'est marqué par la naissance des images de synthèse. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, la nouvelle dimension écranique des images, l'intelligence artificielle notamment, qui arrive dans le cinéma, qui arrive dans Yoroi, qui arrive dans Marsupilami aussi peut-être un peu, elle pose fondamentalement question sur les repères qu'on pose aujourd'hui. Et donc, se dire que les années 90 sont à faire dialoguer avec l'époque d'aujourd'hui, c'est non seulement important, mais pour moi, c'est fondamentalement vital. C'est oui, on a quelque chose à observer du cinéma américain des années 90 par aujourd'hui, mais le faire sur le prisme comique et sur le prisme de l'évitement, là par contre, ça me pose véritablement souci, puisque si on s'inquiétait dans les années 90 de certaines choses, notamment sur la véracité des images par l'outil numérique, et ben c'était justement parce que derrière, il y avait tout un fond et un remplissage, que ce soit esthétique, éthique et politique, des œuvres, et que aujourd'hui, dans la même finalement logique, Philippe Lachaud, lui, est dans une forme d'évidement. Et donc, on a plus de matière réflexive sur l'arrivée de ces nouvelles images. Donc, se caler à l'imaginaire des années 90, c'est pour moi vital, mais pas comme le fait Lachaud, puisque ce que fait Lachaud, c'est quelque chose qu'il fait d'ailleurs assez régulièrement dans son cinéma, c'est de se placer dans une forme de confort, du souvenir, de aussi une forme de mélancolie. Tu l'as dit, c'est un personnage triste, c'est un personnage mélancolique. Et pour lui, peut-être, les plus belles années de sa vie, c'était la jeunesse. Et du coup, bah, c'est là qu'on comprend pourquoi il fait cette éternelle régression de son corps, de ses œuvres, et qu'il le fait aussi avec ses amis. On est aussi les années 90, c'est une grande part de l'essor du buddy movie. C'est euh,
aux États-Unis notamment, et par exemple chez Farelli encore une fois, cette connexion entre les êtres par cette régression. Ce sont des amis qui confortent leur amitié par un retour à l'enfance forcé par une forme de régression. C'est tout à fait ça aussi, Philippe Lachaud. Et donc, il tient justement à faire de la bande à Fifi, cette espèce de groupe de potes dans lequel on ne fait que pondre des buddy movies qui se placent dans une forme des années 90. Alors, pour moi, c'est quand même un geste qui peut s'avérer fondamental s'il n'est pas réactionnaire. Et j'ai quand même l'impression que chez Philippe Lachaud, on est grandement réactionnaire, on est grandement nostalgique et on s'accroche peut-être un peu trop au fantasme de ce que l'on se souvient de ces années-là. Euh, et c'est aussi finalement les années 90, je pense que pour les nouvelles générations, c'est compliqué de connecter les nouvelles générations, les gamins de 10-15 ans qui sont potentiellement ciblés par ce marsupilami. C'est deux époques contraires tant d'un aspect politique et culturel que finalement le dialogue est peut-être pas optimal. Les années 90, c'est pour la jeunesse, par exemple, Philippe Lachaud l'a très bien démontré, c'est le Club Dorothée, c'est quelque chose de fédérateur autour de la télévision, alors qu'aujourd'hui, on serait plutôt sur quelque chose de fédérateur auprès du monde de l'influencariat, au monde de TikTok, de YouTube, qui sont, oui, tu l'as dit, pour nous deux, mais aussi pour la société en général, TikTok, YouTube, des outils professionnels pour les nouvelles générations. C'est acté que ces plateformes-là sont devenues professionnalisantes et que aujourd'hui, dans notre monde néolibéral et postmoderne, eh bien, le divertissement est aussi un produit. Un produit dans le sens de la production, dans le sens peut-être marxiste du terme, quelque chose que l'on produit et que l'on vend. Et c'est tout à fait intéressant de penser, enfin de voir que Philippe Lachaud pense que ce n'est pas le cas pour les nouvelles générations. Non, pour tout le monde, c'est acquis, je pense, globalement, que ces outils-là permettent de gagner sa vie de manière différente, bien sûr, à des degrés différents, encore une fois, mais penser ces dimensions écraniques-là comme quelque chose de purement divertissant, un peu comme l'était pour les enfants des années 90 et pour Philippe Lachaud en particulier, la bande dessinée, hein, ces cases que l'on passe de l'une à l'autre, comme tu l'as dit, c'est finalement une forme de déconnexion. Aujourd'hui, même si ce parallèle peut être fait, on n'utilise pas TikTok comme on utilisait une BD dans les années 90. Et je pense que c'est là la grande erreur matricielle de ce marsupilami, qui est de penser ça comme ça. Je vais pas être en accord avec toi, encore une fois, parce que les années 90, comme tu le dis, c'est la question de la vérité. Et elle est dans Marsupilami. Sauf que cette vérité aujourd'hui n'est que postmoderne, et je comprends que ça puisse te vexer là-dessus. C'est que le personnage de Jean Reno, parce que, ok, on va ouvrir une partie spoiler, cette erreur matricielle est là. Jean Reno, en méchant, entre guillemets, il est là uniquement pour son implication dans le monde sauvage. Parce que c'est Mufasa. Et c'est celui qui a dominé la nature dans les années 90 qui, aujourd'hui, l'a détruit. Et encore une fois, c'est ce Léon qui se battait et qui, aujourd'hui, est celui contre qui l'image se bat. La croisière est très intéressante. Mais la croisière ici, qu'est-ce que c'est? Pour citer un de nos pères spirituels, Michel Foucault. Oui, je cite Michel Foucault dans un débat sur Marsupilami de Philippe Lachaud. La télévision est un panoptique inversé. Et cette société est là. On est dans cette croisière où tout le monde s'observe les uns les autres, tout le monde peut voir ce qui se passe dans les cabines des uns et des autres, tout le monde se juge, et pourtant, cette croisière, elle est à ciel ouvert, elle est filmée par tous. Aujourd'hui, nous aussi, on la voit, et nous aussi, on juge des gens qui se jugent. Et ça pousse plus loin sur la nature, qui, elle, va se refuser au monde dit civilisé par la société capitaliste. Et aujourd'hui, on n'est pas en réaction. On est sur des gens qui réagissent à eux-mêmes. Il n'y a pas de réel but autoréflexif sur notre société. Et on en arrive au point d'effondrement où Marsupilami se finit justement sur
Et si pour respecter le réel, il fallait se refuser à lui? Et si le réel redevenait une captation purement imaginaire et que l'humain se recondamnait à la ville? Et si pour notre bien de tous, il fallait arrêter notre connexion avec la nature et la laisser reprendre? Et là, c'est un point de vue intéressant. Alors, d'un côté, c'est une vision que je trouve entendable, mais de l'autre, comment on peut s'accorder à cette vision quand l'animal, le sauvage, se figure finalement dans cette même logique d'évitement que l'on parle depuis tout à l'heure et de régression, dans le sens où l'animal est toujours, et en particulièrement dans Marsupilami, mais c'est souvent le cas chez Philippe Lachaud aussi, quelque chose de l'ordre de la marionnette et du slapstick. C'est là où ça me pose fondamentalement souci, c'est que certes on fait revenir bien sûr Jean Reno, dompteur de dauphins ou je ne sais plus quoi dans Le Grand Bleu, et autres grands liens animal avec les années 90. Pour autant, oui, aujourd'hui on détruit l'animal, c'est un fait, encore plus dans Marsupilami. Il y a personne qui prend plus cher dans Marsupilami que l'animal et l'enfant. Mais il y a du coup ce souci essentiel de se poser la question de finalement est-ce qu'on observe le sauvage pour en montrer que l'humain en montre toute la cruauté, enfin la cruauté dont l'humain est capable sur l'animal, ou finalement est-ce qu'on se rend compte que cette cruauté humaine envers l'animal existe et que c'est un formidable outil comique. Moi, j'ai plus cette impression-là chez Philippe Lachaud. Je pense pas que ce soit un grand Mais, militant et de... là, j'en suis pas d'accord avec toi. Mais réellement pas. Tu peux pas dire que la cruauté de l'homme envers l'animal est comique dans Marsupilami, alors que justement, l'animal est évidé au premier degré. Le bébé Marsupilami que nous suivons n'est qu'un résidu de métal, synonyme de la destruction animale par l'homme. Ses parents sont faits en CGI. C'est quasiment une présence fantomatique de l'animal. L'animal est mort dans Marsupilami. Et l'animal se reconstruit via ses 26 moteurs de Bibi, ou alors réellement la présence purement graphique de ses parents. Personnellement, quand je vois les parents Marsupilami, je me dis pas oh trop bien l'objet de ma jeunesse. Non, de un, je n'ai pas grandi avec les BD Marsupilami, et de deux, non, j'en vois vraiment la pure résultante de l'animatronique. L'animatronique prend vie pour l'image, mais ses parents, qui ne sont qu'une présence scénaristique, montrent la destruction de la forêt par l'humain. L'homme a toujours représenté au cinéma ce qu'il détruisait. Les westerns sont arrivés après la destruction des natifs américains. Comme faux devoir de mémoire fasciste des blancs américains. Et là, on arrive sur les animaux où on se dit que oui, l'humain a fait trop de merde et aujourd'hui, il va falloir respecter la forêt. Et non, quand je vois des expériences complètement folles que fait Jean Reno sur les animaux, ça me fait pas rire. Moi, j'en vois vraiment un méchant. Oui, c'est utilisé comme un résultant de comique, mais c'est pas à but uniquement comique, c'est aussi à but surréaliste de montrer que l'humain aujourd'hui est fou. Euh, oui, alors je pense que tu as cette réflexion parce que tu as une sensibilité comique et une sensibilité politique qui fait que pour toi, voir par exemple dans le cas de Marsupilami, un piranha dans un aquarium sur un bateau de croisière, c'est quelque chose de profondément absurde, voire abject, qui relève du cruel parce que ben, un piranha n'a rien à faire là. Et c'est parce qu'on a cette sensibilité politique qui et peut-être aussi qu'on est un peu on a conscience de la cause animale que on voit en méchant l'humain dans le film par cette chose-là seulement. Je pense que chez Philippe Lachaud, ce n'est pas le cas puisque bah, justement la réflexion de Lachaud, elle est très primaire dans le sens où je pense qu'il se dit purée, qu'est-ce que c'est drôle d'avoir un piranha sur un bateau de croisière qui tue tout le monde. Et cette réflexion, on ne peut pas lui en vouloir, c'est une réflexion que le cinéma s'est beaucoup fait et qu'elle continue de se faire. On a eu récemment euh, la,
la renaissance d'un film des années 90, encore une fois, on retourne dans cette décennie, qui montrait l'animal comme un danger. Enfin, c'était Anaconda, donc sorti en 97, qui montrait justement l'animal comme une menace, en l'occurrence l'anaconda. Et aujourd'hui, le remake sorti cette année, il montre encore une fois l'animal comme un formidable outil, certes cruel envers l'homme, hein, ça a toujours été le cas dans les représentations au cinéma, mais Anaconda, le remake, est un film comique et est un film méta, un peu comme le film de Philippe Lachaud. Anaconda aurait pu être finalement le pendant américain du cinéma de Philippe Lachaud. Seulement, justement, c'est là que ça pose question, c'est que on ne voit ni en Marsupilami ni en ce remake de Anaconda quelque chose de réflexif autour de la cause animale. Non, c'est juste ce délire primaire et régressif de se dire c'est quand même sacrément drôle si un anaconda ou un piranha qui est aussi le fruit d'une certaine décennie de cinéma qui aimait voir en l'animal et en particulier l'animal aquatique avec des dents, quelque chose de dangereux, hein. Le film de requin depuis les dents de la mer, ça s'est prolongé sur des décennies, on en voit encore aujourd'hui. Donc il y a quand même ce truc un peu de voir finalement l'animal comme une forme à éviter de toute conscience, ce qui n'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la cause animale, pour en faire un outil comique et un outil régressif. C'est le cas dans Marsupilami, c'est le cas dans Anaconda, c'est le cas dans plein d'autres films de requins qu'on a ces dernières années. Et je pense que cette réflexion, aussi primaire que l'animal est un outil comique, c'est ce qui a plus touché à la sensibilité de Lachaud, qui justement s'est dorloté dans les années 90, qui ont fait moult films de série B avec des animaux qui tuent tout le monde, et c'est très drôle. Par exemple, on a aussi, comme quelqu'un qui regarde avec beaucoup de douceur les années 90, c'est Alexandre Aja, qui a aussi en 2010 sorti Piranha 3D. On peut pas dire que Piranha 3D soit un grand film animaliste. Non, c'est un film qui voit l'animal comme quelque chose à vider pour en obtenir une substance comique, en l'occurrence une substance comique par le gore, mais euh, c'est quelque chose qui finalement s'est toujours fait dans le cinéma, et je ne pense pas que Philippe Lachaud soit un grand partisan de la cause animale. Je vais réagir par rapport aux trois films que tu mobilises. Déjà, le un, Marsupilami. Au niveau du Piranha, je n'en suis qu'en demi-phase. J'en vois un engagement dans l'image, au sens où l'aquarium, c'est littéralement une télé. L'aquarium du film, c'est littéralement une télé géante auquel on va insérer une canne à pêche pour en ramener un piranha. Ça montre une structure morte de la nature par le capitalisme qui me plaît énormément. Après, oui, malheureusement, il va en avoir une chute comique, à savoir, oui, qu'est-ce que c'est drôle, si le piranha, une fois le message animaliste fait, si le piranha pouvait aller bouffer la bite de Debouze, ça serait vachement drôle. Salé, j'ai pleuré de rire. Anaconda, le remake, parle littéralement de cinéma et de cinéma d'horreur, et malheureusement, il rate son engagement dans l'image, parce que là, Jack Black, parce que oui, je pense pas que le réalisateur et scénariste du film ait pensé réellement son film comme étant un film, plutôt que comme étant un film où on va mettre en scène une bande de potes, et si c'est pas le rôle de Jack Black, ce serait vachement drôle, vont hacher un vrai Anaconda à travers un moteur. Putain, là, non, désolé les gars, c'est juste débile. Et Anaconda, le film, qui est un film qui me plaît dans son humour, mais qui est réellement nul à chier. Et Piranha 3D, malheureusement, ben, on peut pas parler d'engagement dans l'image si on parle d'Alexandre Aja. C'est un cinéaste que j'apprécie hein, dans Motherland ou dans Haute Tension, mais malheureusement, je suis vraiment pas du tout client de ses autres films. Et Piranha 3D me déplaît énormément parce que c'est prendre la nature pour la vider et en obtenir une substance comique à unique but misogyne.
Mais ne serait-ce pas aussi toute la question d'un film de Philippe Lachaud, notamment, qui n'ont pas arrêté de se prendre des procès publics pour misogynie, pour homophobie, pour tout cela. Certes, dans Marsupilami, on est dans une forme d'efficacité, comme je l'ai dit, on est dans une forme d'évidement qui fait que voilà, la comédie doit se complaire dans une forme d'industrie. Alors on se permet des choses, hein, on se permet de parler de sexe, de faire des blagues graveleuses, etc. Mais Lachaud a arrêté de chercher la polémique. Mais il vient de là aussi, quelque part, Philippe Lachaud. C'est quelqu'un qui vient de la polémique. On pense à Épouse-moi mon pote, qui est véritablement un film sensible, dans le sens où c'est un film qui peut heurter, et qui en a conscience d'ailleurs. Et c'était toute l'idée finalement de la bande à Fifi dans ses premières années. Aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les polémiques et tout, ils se sont peut-être un peu calmés. Et aussi, paradoxalement, ils ont pris en célébrité. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver dans leur humour, je pense. Mais si tu vois en Aja, et tu le vois très justement d'ailleurs, une sorte d'évitement de l'animal pour un comique misogyne, c'est aussi le cas chez Lachaud. Et ça l'est peut-être moins dans Marsupilami, certes, mais c'est fondamentalement l'essence du cinéma de Lachaud. Lachaud, j'en vois un habitus misogyne dans des films comme Alibi.com, mais j'en vois beaucoup moins dans ces autres films. Lachaud, c'est jamais un gars que j'ai accusé d'homophobie ou de misogynie, contrairement à beaucoup d'autres cinéastes français comme Tarek Boudali. Épouse-moi mon pote est un film homophobe, alors que les films de Lachaud n'attaquent pas. Les films de Philippe Lachaud, c'est au pire de la vanne ratée, au mieux quelque chose qui marche. Mais Lachaud n'a jamais eu volonté de nuire dans ses films qu'il a réalisés. Mais parce que Lachaud a, contrairement au reste de la bande à Fifi, quand même a su se démarquer. On connaît bien plus aujourd'hui Philippe Lachaud que Tarek Boudali, quand bien même, en tant que cinéaste, je parle, hein, quand bien même ils sont du même groupe, travaillent toujours ensemble, ils sont toujours dans une dynamique de tu réalises, moi j'écris, etc., etc., etc. Mais si je pense Lachaud n'avait pas eu autant de célébrité, n'aurait pas autant percé, ben qu'est-ce qu'il aurait différencié de Tarek Boudali? Je ne pense rien. Comme si aujourd'hui on faisait grimper la célébrité et l'ampleur de l'œuvre de Tarek Boudali, ben, je pense qu'aujourd'hui il serait tout à fait capable de produire quelque chose comme Marsupilami dans un registre beaucoup moins misogyne et homophobe qu'on a l'habitude de voir chez lui. Je pense que c'est une sorte de dialogue avec les attentes d'un public et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la comédie française, hein, Dupieux n'a jamais été aussi assagi que depuis qu'il est connu. Hein, Et je n'en suis pas d'accord avec toi. bah, Parce que Dupieux, pour le maintenant, coup, plus je il pense prend en aussi. ampleur, plus il devient fasciste. C'est vrai aussi. C'est vrai Et aussi. plus il se dit, les gars, c'est mon personnage. Et non, ça marche pas. Avant, il avait un réel fond, Dupieux. Depuis le deuxième acte, le deuxième acte compris, donc ces deux derniers films, il n'en a jamais été aussi irrévérencieux volontairement. Il ne devient qu'une parodie de lui-même qui est assez lassante. Alors qu'on va prendre un mec comme Tarek Boudali, qui, en tant que scénariste, a toujours été misogyne, mis à part sur Baby Sting parce que c'est une coécriture collégiale, arrive sur un moment où, après avoir été misogyne et foutrement homophobe, parce que quand même, 30 jours max, ce serait super drôle qu'un personnage veuille coucher avec un homme alors que c'est un homme MDR arrêté, va arriver là en 2027 avec un nouveau film qui promet d'être une promesse qui flirte avec le genre sur Somnambule. Et franchement, ça peut me donner envie. Ok. Bah justement, tu parlais de Dupieux et du fait de se ranger derrière un personnage. Bah c'est tout à fait vrai parce que chez Dupieux, comme chez Lachaud aujourd'hui, on se range de plus en plus dans une logique d'évitement, de se dire que voilà, tout ce qui arrive au sein d'un micro-monde qui est le nôtre, que ce soit la croisière ou chez Dupieux, bah, ce restaurant qui est le deuxième acte, Dupieux qui touche de plus en plus au huis clos d'ailleurs, c'est pas anodin, que ce soit avec Yannick, que ce soit avec le deuxième acte, etc. etc. Donc s'il y a cette forme d'évitement qui permet de faire une sorte de jeu de poupée où tout est excusable et où on peut se permettre, ben, comme chez Lachaud, d'être un peu plus graveleux, d'être un peu plus ancré dans un imaginaire plus adulte aussi peut-être. Et à partir de là, ça ne le rend pour autant pas plus excusable, je trouve. Euh,
Et on sait que derrière ce micro-monde, quand on fait tomber les murs, il y a, eh ben, par exemple, des collaborations, tu l'as dit, avec Tarek Boudali. Tarek Boudali qui a signé au nom de la bande à Fifi, donc aussi au nom de Philippe Lachaud et de tous ses acolytes, un film profondément misogyne. Comme ça pouvait être aussi le cas, par exemple, de Chien et Chat, qui est plus ou moins une collaboration entre diverses personnes affiliées à la bande à Fifi, qui bien sûr faisait des blagues graveleuses, mais qui s'introduisait aussi dans un registre purement misogyne. Et c'est là aussi où Chien et Chat posait problème, c'est que dans un film marketé pour les enfants, bien sûr on avait ce côté graveleux, mais on avait aussi ce côté profondément misogyne. Et ce dialogue, finalement, il se fait toujours chez Lachaud. Il y a toujours ce dialogue entre l'intérieur du monde qui est graveleux et son extérieur qui est une sorte de face cachée misogyne. Il y a ce dialogue qui existe toujours entre les deux, et même si il articule ça de façon à toujours cacher l'arrière-décor, ce qui se passe en hors-champ, eh bien, il y a toujours une infusion, je trouve, profondément à la fois misogyne, à la fois, euh, à la fois homophobe aussi, quoi. Il y a des relents, alors bien sûr, dans Marsupilami, qui est pour moi le summum de la formule d'évitement de Lachaud, c'est peut-être moins le cas, mais faut pas oublier qu'il y a tout un contexte derrière qui fait qu'on sait Philippe Lachaud capable de produire de tels films. Et qui les produit littéralement d'ailleurs en produisant les films de Boudali. Et malheureusement, je ne peux être que d'accord avec toi là-dessus. Philippe Lachaud, il y aura toujours une demi-teinte. Il y aura toujours ce qu'il veut laisser paraître via ses films et ses actions en production et en coécriture. J'aimerais beaucoup pouvoir interviewer ce gars parce que comme vous l'avez compris à travers ce podcast, si je devais faire un top de mes réalisateurs comiques français préférés, il serait dedans. Mis à part un seul film de lui que je n'aime pas. Mais ce fut un débat intéressant. Qu'avez-vous pensé, vous, en commentaire de Marsupilami? Est-ce que c'est un film évidé, comme veut le dire Hugo, ou est-ce la révélation comique de ce début d'année 2026? Laissez-nous un commentaire, allez checker notre site, abonnez-vous à la Système Illusion, et on vous dit à la prochaine. Ciao! Salut, salut.